Bonjour, ma communication porte sur le thème suivant, le doctorat en droit, enjeux méthodologiques et défis opérationnels. Il s'agit dans cette communication qui s'adresse de façon particulière aux doctorants de leur montrer les enjeux et la place de la méthodologie dans l'élaboration d'un doctorat en droit, puis d'approfondir un certain nombre de questions sur les défis opérationnels qu'ils doivent rencontrer dans la réalisation de la thèse de doctorat en droit. Il faut d'abord préciser que le doctorat en droit a une image mitigée. Certains estiment que le doctorat en droit ne sert que pour ceux qui veulent embrasser la carrière universitaire, être enseignant d'université ou être chercheur, et que cela n'a pas beaucoup d'utilité pour le reste des métiers juridiques. Et donc, on s'interroge pourquoi consacrer 3, 4 voire 5 ans à la rédaction d'une thèse. Parce que cela peut avoir un inconvénient, surtout pour les jeunes étudiants, c'est de passer une partie de leur vie à préparer une thèse et à arriver finalement en retard sur le marché du travail, parce que ceux qui se sont arrêtés au niveau du Master 2 ont cherché un boulot et ont commencé déjà à travailler, voire ont déjà une petite expérience professionnelle par rapport aux étudiants qui, après le Master 2, directement s'inscrivent en doctorat et qui restent 3, 4 voire 5 ans pour certains et qui vont arriver avec un certain retard sur le marché du travail par rapport à ceux qui n'ont pas souhaité poursuivre les études en thèse. Donc il y a ce point sur lequel il faut faire très attention. C'est pour ça que je recommande aux jeunes étudiants de toujours peser le pour et le contre de la poursuite immédiate des études en doctorat. Pour les cabinets juridiques, cabinets d'avocats, cabinets d'affaires, etc., bien souvent on considère que bon, le doctorat en droit est un diplôme universitaire certes prestigieux, mais dépourvu de toute pratique professionnelle, et ce qui fait que ça n'a pas beaucoup d'attractivité dans certains milieux professionnels. Et ce qui fait également que l'on a du mal parfois à cerner l'utilité d'un doctorat en droit pour des juristes dits entre guillemets professionnels, avocats, notaires, huissiers, magistrats, etc. Parce qu'on se dit, pourquoi s'engager à faire une recherche, alors bien que l'on voit très bien parfois que les résultats de cette recherche ne sont que difficilement mobilisables dans la pratique professionnelle immédiate. Cette interrogation est légitime. Elle est légitime, elle n'est pas dépourvue d'intérêt, mais il faut la relativiser. Pourquoi? D'abord, je considère que le docteur en droit est un juriste de haut niveau. Un juriste de haut niveau qui, pas simplement parce qu'il aura passé 8 années à étudier le droit, mais simplement d'abord parce que le docteur en droit est un juriste qui a une bonne culture juridique, certes spécialisé sur un sujet, mais beaucoup plus transversal. Et deuxièmement, la recherche doctorale contraint le juriste à avoir une certaine discipline méthodologique et à maîtriser un certain nombre d'outils de recherche qui ne sont pas enseignés nécessairement au niveau de la licence et du master. Ainsi, la recherche doctorale va l'amener à acquérir un esprit de synthèse, une capacité
de prendre du recul sur un certain nombre de problématiques juridiques et bien plus un esprit de conquête d'informations pour pouvoir trouver les solutions juridiques les plus pertinentes face à un problème donné. Et je trouve que c'est là la richesse du doctorat. Au-delà de la longueur et de la difficulté de rédaction de la thèse, le docteur en droit, finalement, est crédité d'une force de caractère et d'une ténacité appréciée. Certes, la rédaction de la thèse est souvent un travail solitaire, malgré les échanges avec son directeur de thèse, malgré les échanges avec l'équipe doctorale, une bonne partie du travail de thèse est un travail solitaire. Pour autant, le chercheur n'est pas un loup solitaire. Il rentre en dialogue, en discussion et en confrontation dans le cadre de ses recherches avec ses collègues qui ont écrit avant lui, avec les publications qui paraissent au moment où il est en train de rédiger la thèse, avec un certain nombre d'auteurs, d'idées, d'écoles, de controverses juridiques, de développement jurisprudentiel dans sa matière d'étude. Et donc, l'image du doctorant renfermé sur lui-même, qui s'extrait de la réalité de la pratique professionnelle du droit, est une image fausse. Bien souvent, le doctorant est celui qui est à l'affût de la dernière jurisprudence. C'est celui qui est à l'affût du dernier article, paru parfois dans une revue très lointaine, parfois dans une langue étrangère. Et il est celui-là qui suit l'actualité, peut-être de façon rétrécie par rapport à son objet d'étude. Mais le doctorant travaille sur une matière vivante. Il a donc, au-delà de l'esprit de recherche, cette capacité à se mouvoir sur plusieurs champs, cette capacité à sortir de sa discipline, parfois à s'inscrire dans une forme d'interdisciplinarité. Et c'est pour ça que l'image que l'on peut donner du radio-bibliothèque est une image tronquée. Le juriste ne s'enferme pas dans la bibliothèque, même si c'est le lieu par excellence où il va rechercher les documents, rechercher l'information, mais le juriste est aussi, avant tout, un praticien. Et le chercheur doit être praticien. Alors, l'idée peut paraître saugrenue. Chercheur, enfermé dans la bibliothèque, enfermé dans l'école, les ouvrages, etc., qui passe son temps à lire des mélanges de 400 pages. Est-ce qu'il est rattaché, est-ce qu'il se préoccupe du droit vivant? Bien sûr qu'il se préoccupe du droit vivant. Bien sûr qu'il se préoccupe de tout ce qui est produit par les acteurs du droit. Bien sûr qu'il doit être au fait de toutes les préparations législatives qui peuvent porter sur son sujet et peut-être modifier les perspectives de sa recherche. Il a donc des fortes potentialités de développement de la pensée. Il a donc cette capacité de se retrouver au carrefour d'une problématique et avoir la patience de choisir le bon chemin juridique à suivre. C'est donc dire, de mon point de vue, que le juriste, ce n'est pas un romancier qui invente une histoire. Le juriste n'est pas un pratiquant des arts divinatoires qui aurait une boule de cristal pour imaginer
quelle est la solution juridique qui conviendrait à tel ou tel problème de droit. Non. Juriste, doctorant, est abreuvé à la bonne source doctrinale, jurisprudentielle, normative. C'est celui qui se met à la quête permanente de la bonne information juridique sur son sujet. Ainsi donc, l'image d'un diplôme inadapté à la pratique du droit me semble être une fausse image. Bien souvent, c'est des paresseux, enfermés dans leur certitude, convaincus de tenir la vérité juridique parce qu'ils auraient 30 ans de pratique professionnelle dans un cabinet d'avocat ou dans un tribunal, qui souvent considèrent avec dédain le jeune chercheur en disant « Mais vous cherchez quoi avec le doctorat ?» Et il cherche à améliorer la connaissance. Il cherche à produire la connaissance qui peut aboutir à l'amélioration qualitative du droit, à une meilleure production du droit, qui demain deviendra réalité dans le corps des règles, dans la pratique judiciaire, dans la pratique arbitrale. Voilà la force du doctorat en droit. Alors, il ne s'agit pas de condamner ces milieux professionnels, en particulier les entreprises, un certain nombre de cabinets, qui, malgré tout, considèrent que le doctorat est déconnecté des besoins immédiats de la pratique professionnelle, que le sujet de thèse est souvent un sujet théorique, de sorte que cette recherche n'a pas une grande utilité immédiate pour une entreprise. Mais tout ça, c'est faux. C'est faux. Prenons aujourd'hui, par exemple, des sujets qui portent sur les questions environnementales, les questions de changement climatique, les questions de développement durable. La connaissance juridique est très limitée aujourd'hui dans ces matières. On a donc besoin des recherches pour approfondir la connaissance du droit, pour mieux comprendre les enjeux juridiques du développement durable, des changements climatiques, pour mieux comprendre comment traduire dans le langage juridique des questions scientifiques complexes et qui, de mon point de vue, constituent des défis majeurs pour la science juridique. Et donc, ces critiques-là me paraissent tout à fait superficielles et dérisoires. Alors, il y a d'autres critiques, parfois qui conduisent à s'interroger sur le caractère non plus théorique, mais trop pointu de certains sujets de doctorat, qui pourraient isoler le chercheur dans sa bulle, sans souvent se soucier de ce qui se fait concrètement sur le terrain. Là aussi, je dis, il est important, sur certaines questions, que la recherche doctorale soit pointue, pour qu'elle puisse raffiner, je dirais affiner certaines questions, afin que l'on puisse découvrir derrière certains écrans de fumée la vérité juridique. C'est donc très important de considérer et d'accorder toute la place qu'il faut au doctorat en droit. Maintenant, ceci dit, l'importance du doctorat en droit étant démontrée pour la science du droit, reste à savoir comment réaliser ce doctorat. Comment réaliser ce doctorat? C'est-à-dire, avec quelle méthodologie juridique? Alors, le mot méthodologie, parfois, est réducteur. Dit la méthodologie, c'est très compliqué. Une bonne génération de juristes n'a pas pu bénéficier des enseignements de méthodologie. Notamment, puisque dans les facultés de droit, désormais, c'est
le remplissage des cerveaux avec tel cours de droit civil, tel cours de droit administratif, tel cours de droit international, tout ça parfois dans un millimélo, parfois avec certaines éruditions dans certaines matières, mais on n'apprend plus à façonner, on n'apprend plus à apprendre. Et c'est là le défi de la méthodologie. Au fond, la méthodologie, c'est quoi? La méthodologie, c'est le cheminement. La méthodologie, c'est un enchaînement raisonné des moyens en vue d'une fin. Comment vous comptez parvenir à tel ou tel résultat scientifique? Certes, il y a derrière ce concept de méthodologie beaucoup de controverses, beaucoup de complexité. Mais, pour l'essentiel, et en m'inscrivant en faux avec une pensée prêtée à Montaigne qui dit que les juristes passent leur temps à s'entregloser, c'est-à-dire à discuter, à bavarder, dans une forme de querelle scolastique sur un certain nombre de sujets. Je préférerais la phrase de Portalis, l'un des rédacteurs du Code civil, qui dit que le juriste est celui dont les opinions s'épurent les unes les autres, qui a cette capacité, dans le frottement des idées, de rechercher, d'apprendre à rechercher et surtout d'apprendre à trouver la bonne solution juridique à un problème de droit donné. Et donc, la méthodologie a une finalité pratique et concrète. Elle n'est pas spéculative. Elle consiste notamment à construire et à proposer des modèles, des guides qui permettent de parfaire les raisonnements et les décisions juridiques. Ces décisions concernent les législateurs, mais ça peut concerner l'administration, ça peut concerner le judiciaire, ça peut concerner les arbitres, etc., etc. La méthodologie, elle est importante. Il faut donc apprendre à s'approprier ces outils méthodologiques. Et ce n'est pas toujours aisé pour les doctorants. Et du coup, ça soulève des inquiétudes. Alors je le vois pour de nombreux doctorants, lorsqu'ils commencent, ils viennent avec un plan détaillé. Voilà, professeur, voici mon sujet, voici mon plan détaillé. Je dis très bien, vous avez un plan détaillé. Sauf que ce plan détaillé, il vient d'où? Je répète ce que j'ai dit, le juriste n'est pas un pratiquant des arts divinatoires. Comment êtes-vous parvenu à produire un plan détaillé? Comment êtes-vous convaincu de la pertinence de votre plan détaillé? C'est pour cela que je demande aux doctorants d'être pratiques et pragmatiques. D'abord, le sujet de thèse, le bon choix du sujet de thèse. Je vous recommande de passer beaucoup de temps sur le choix de votre sujet de thèse. De ne pas se laisser séduire par l'actualité ou de succomber à l'attrait d'une question qui, au départ, peut vous paraître importante parce que quelqu'un vous aurait fait un bavardage là-dessus. Mais n'oubliez pas que vous allez passer 3 ans sur ce sujet. Et donc, il faut prendre du temps pour faire le choix du sujet de thèse.
prenez votre sujet, tentez l'expérience Google par exemple. Vous mettez votre sujet sur Google et essayez de faire la recension d'informations. Qu'est-ce que ça sort? Quels sont les documents que Google vous donne? Évidemment, c'est maintenant, nous autres, quand nous préparions notre doctorat, il y a plus d'un quart de siècle, Internet n'existait pas, l'ordinateur était un instrument rare, nous allions à la bibliothèque consulter les ouvrages avec des microfiches. Voilà. Mais aujourd'hui, le développement des technologies est une bonne chose parce que vous pouvez, à partir de Google, vérifier quelles sont les publications, les articles de presse, les revues, les rapports, peut-être même des thèses également, sur le sujet. Soyez pratique, passez du temps à vous assurer que le sujet que vous êtes en train de choisir est un bon sujet qui vous convient, qui vous éveille, et je dirais même qui vous élève en tant que chercheur. Une fois ce travail de fourmi réalisé, essayez d'élaborer une bibliographie détaillée. Alors, qu'est-ce que je constate? Moi-même, une bibliographie détaillée de 10 pages, le doctorant ne connaît pas la moitié des documents qui figurent dans cette bibliographie. Il ne les a jamais consultés, il est parti prendre une autre thèse et puis il a recopié des ouvrages, bon, juste pour faire bonne figure, il met, voilà, professeur, voici ma bibliographie détaillée de 10 pages. Dès que vous prenez la bibliographie, vous commencez à l'interroger sur tel ouvrage, qu'est-ce que vous avez retenu, sur tel article qui me semble être un article important, ou sur telle thèse que vous citez, comment vous situez-vous par rapport à cette thèse? Ah, mais je ne sais même pas, je ne connais pas cette thèse-là, j'ai mis ça comme ça. Mais non. Il faut bâtir avec passion une bibliographie. Parce que la bibliographie, c'est en quelque sorte la Bible de votre travail. C'est là que vous allez trouver de la matière, les controverses, les exemples, etc. Donc il ne s'agit pas de faire une bibliographie spontanée, factice, dont vous n'avez pas la maîtrise, et qui finalement ne sert absolument à rien, puisque vous n'arrivez même pas vous-même à renvoyer votre lecteur à votre bibliographie. Il faut donc là aussi prendre du temps pour bâtir une vraie bibliographie, dense, soignée, bien classée par ordre alphabétique et segmentée, commencez par les dictionnaires, etc. Puis vous avez les manuels, puis vous avez les ouvrages. Si besoin est, vous classez les ouvrages, ouvrages généraux, ouvrages spécialisés. Pareil pour les thèses, les mémoires, les études, etc., etc. Arrivez aux articles. Là aussi, prenez le temps. N'allez pas rechercher simplement des articles que vous avez trouvés dans la thèse d'autrui. Allez-y, trouvez l'actualité de votre sujet dans les revues. Puis complétez tout ça par un appareillage jurisprudentiel, la jurisprudence internationale, la jurisprudence régionale, la jurisprudence nationale, y compris les jurisprudences peut-être des autres pays qui peuvent être mobilisés dans le cadre d'une approche comparative. Enfin, rajoutez la documentation officielle, les conventions, les lois, les règlements, etc., etc. Donc tout ça, c'est important. Et c'est lorsque vous aurez passé du temps à structurer votre sujet, à bâtir votre biographie, et donc vous avez, je dirais, accédé à l'intelligence de votre sujet. À partir de là, vous passez à la troisième étape, à savoir la préparation de l'appareillage introductif. C'est-à-dire, d'une part, le cadre théorique, la discussion théorique, qui introduit à votre thèse, puis le cadre méthodologique, c'est-à-dire les outils, les techniques de recherche que vous allez mobiliser pour réaliser votre doctorat. Dans la première partie introductive, à savoir le cadre théorique,
vous avez la liberté. Alors, je vois des discussions interminables sur faut-il faire une introduction unique ou une introduction segmentée avec des articulations, etc. C'est souvent la pauvreté, ce débat. On peut avoir une introduction unique, on peut avoir une introduction segmentée. Faites le choix. Il n'y a pas de religion révélée en la matière. Le plus important, c'est le contenu qu'il y a, soit dans l'introduction unique, soit dans l'introduction segmentée. On doit retrouver nécessairement dans une bonne introduction le contexte de cette recherche, la clarification des concepts, la délimitation de votre sujet, l'état de l'art, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la revue de littérature. Vous voulez vous attaquer à une question juridique, il est important de faire d'abord le point. Qu'est-ce qui a été écrit, dit, discuté, débattu sur ce sujet par vos prédécesseurs? Où se trouve actuellement, au moment où vous vous engagez dans ce doctorat, la pensée juridique sur cette question? Alors bien souvent je vois dans beaucoup de thèses, rien n'a été écrit sur le sujet, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a peut-être pas d'ouvrage en français, peut-être il y a des ouvrages en anglais ou en arabe, on n'en sait rien. Le droit, il est universel. Faites très attention de ne pas faire des affirmations gratuites. Vous n'avez peut-être pas un ouvrage qui porte le titre de votre sujet, et c'est bien normal, sinon ce sera inquiétant. Allez rechercher, faites le point. Situez-nous la pensée juridique de cette question. Et dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous entendez apporter dans votre thèse? Comment vous vous situez par rapport aux auteurs qui vous précèdent sur ce débat? Y a-t-il des éléments nouveaux? Y a-t-il des éléments qui auraient échappé à la discussion précédente? Y a-t-il des évolutions qui méritent qu'un nouveau débat advienne, etc., etc. Et de là, vous allez circonscrire la thèse. Quelle est la thèse que vous défendez? L'on dit bien défendre une thèse, pas simplement venir étaler de façon journalistique un certain nombre d'informations juridiques. Il s'agit de défendre une thèse. Alors, quelle est la thèse que vous défendez? Construisez-la simplement. Retenez la phrase de Portalis, elle c'est pure, elle est évidente au vu du débat que vous avez amené, elle s'impose par sa clarté, elle est presque évidente, mais pourtant c'est sur elle que devra reposer toute la discussion qui suivra. C'est sur elle que sera articulé le plan. Parce que finalement, le plan, il est le reflet architectural de la thèse que vous défendez. Le plan puise sa source dans la thèse, parce qu'il n'y a pas un plan d'un côté et la thèse de l'autre. C'est cette thèse qui, je dirais de façon esthétique, se déploie dans le plan détaillé que vous présentez. Alors, traditionnellement, le plan que vous allez présenter, on vous dira, par coutume, peut-être parce que c'est plus sage de faire ainsi, il va se décliner en 2 parties. Mais si vous avez l'intelligence de faire un plan de 3 parties, que c'est pertinent, je ne vois pas pourquoi ce serait si mal que ça. Évidemment, vous aurez des conservateurs qui vous créeront déçus, que le plan de 3 parties serait une hérésie. Mais rappelez-vous qu'aucun code ne prescrit des plans en matière juridique. Le plan est le résultat d'une intelligence ordonnée sur une problématique donnée. Alors cette intelligence peut-être peut vous conduire à avoir 3 parties, qui sait? Mais il faut être modeste en la matière et toujours être avare des articulations hasardeuses.
Ainsi, vous arrivez à bâtir votre plan. Le plan, évitez des plans qui ne servent pas à grand chose. Des plans qui ne sont que de simples constats. La thèse est une discussion scientifique. La thèse doit vous révéler, doit vous élever. Et donc, c'est une discussion. Ce n'est pas un simple constat. Il ne s'agit pas de dire, première partie, le cadre juridique. Deuxième partie, la mise en œuvre du cadre juridique. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il ne s'agit pas simplement de dire, première partie, les limites de ceci, deuxième partie, les recommandations. Ce n'est pas un plan. Rien d'autre. Il vous faut donc nécessairement réfléchir pour avoir les bonnes articulations dans votre plan. Il y aura une première partie, il y aura une deuxième partie, les deux parties doivent se tenir. Même dans la rédaction, si la première partie a 150 pages, il va de soi que la deuxième partie ne devrait pas avoir plus de 200 pages, pour ne pas créer de déséquilibre. Ayez l'esthétique de votre thèse. Alors il ne s'agit pas d'être à la page près. Si la première partie a 150 pages, que vous vous cassez les méninges pour que la deuxième partie puisse également avoir 150 pages ou 152 pages. Non. Mais il faut, dans ces matières, éviter les excès. Il faut donc un peu équilibré. Première partie, deuxième partie. La première partie, 2 titres, également équilibrés. L'équilibre n'est pas simplement formel, par le nombre de pages. L'équilibre est également dans l'argumentation, dans le poids des idées exposées. L'équilibre est substantiel. L'on doit ressentir non seulement l'esprit de synthèse dans la rédaction de la thèse, mais également cet esprit d'équilibre dans l'évocation substantielle du droit. Il faut avoir la mesure, ne pas penser un seul instant que vous allez révéler toute la vérité juridique dans votre thèse. La thèse est une œuvre limitée. Elle doit être circonscrite à un objet donné. Elle doit être solide, mesurée, profonde. Mais elle doit pouvoir faire ressortir l'essentiel. Alors, faites-vous violence. Faites-vous violence dans la rédaction, en vous limitant sur certains points. Parfois, en mettant en musique certaines questions de telle façon que même si il y a 2 titres dans la première partie, votre lecteur aura l'impression qu'il s'agit d'un tout, qu'il n'y a presque pas de subdivision, puisque la pensée continue, l'argumentation se suit, s'articule, s'emboîte. Il en est ainsi de la deuxième partie, qui, pareil, n'est pas le lieu simplement des recommandations. Il ne s'agit pas, bien souvent je vois la deuxième partie, ah, bon, le titre 4, c'est le contentieux. Non, vous n'êtes pas tenu à cela. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez, de bout en bout, montrer contentieux. Il faut sortir de la routine et essayer d'être créatif, inventif, mais toujours dans la mesure. Alors votre plan détaillé, il doit vivre. Il est vivant. Il est articulé sur votre thèse. Et lorsque vous aurez terminé ce travail du plan détaillé, avec cette bonne introduction bien préparée, alors s'ouvre devant vous la grande période, je dirais, de la finalisation du travail, à savoir la rédaction. Je ne dis pas le remplissage du plan, je dis la rédaction. Bien souvent, quand on a un plan détaillé, on se dit qu'on va commencer à remplir. Non, il ne s'agit pas de faire le remplissage. Il s'agit de rédiger la thèse. C'est-à-dire que cette rédaction
impliquer des remises en cause. Le plan n'est jamais définitif. Il n'est définitif qu'au moment où la thèse va être déposée. Ayez le courage de vous remettre en cause. Ayez le courage de se dire, oui, c'est vrai que cette idée au départ était une bonne idée, mais la recherche montre que je m'égare. Et donc, il faut avoir le courage, je dirais même la sagesse, de revenir sur le droit chemin lorsque c'est nécessaire. Voilà ce que je tenais à vous dire dans le cadre de ce séminaire doctoral, que le but n'est pas de passer des années à rédiger une thèse. Le but, c'est de rédiger une bonne thèse. Si vous le faites en peu de temps, c'est tant mieux. Ce n'est pas parce que vous passez plus d'années que la thèse sera bonne. J'ai parlé de raffinage et d'affinage, mais dans la matière, il faut être prudent. La thèse, ce n'est pas non plus un fromage. Donc, dans tout cela, il faut avoir le sens de la mesure, le sens de la rigueur, la ténacité du chercheur qui, malgré les obstacles, malgré les contraintes, se donne comme objectif de produire un ouvrage scientifique qui fera l'objet d'une évaluation scientifique selon les canons scientifiques, avec pour finalité la production, le renouvellement, l'amélioration du savoir juridique.